Salut à tous et bienvenue à la rencontre de mon invité d'aujourd'hui. Alors, en hébreu, on dit souvent « lechaim », à votre santé, parce que la santé est quelque chose d'essentiel qui a, on va dire, un fond de préoccupation générale pour l'ensemble de tous les habitants de ce pays et également pour l'ensemble des gens qui se situent, on va dire, dans des positions un petit peu difficiles. En vous souhaitant d'avoir toujours une santé au top et en vous souhaitant de ne jamais avoir affaire à lui, j'accueille ce soir Eric Seton. Bonsoir Benjamin. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Alors, tu es directeur du Herzliya Medical Center. Je le fais avec l'accent parce que c'est une renommée internationale qui entoure ce centre médical un petit peu particulier dont tu vas nous parler. Le système israélien étant ce qu'il est, on a affaire à pas mal de choses qu'on va explorer ce soir et qui vont nous donner peut-être une plus grande compréhension générale de la santé dans ce beau pays qu'est Israël. Parfait, oui, ça fait 6 ans que je suis à l'hôpital, que je dirige, une structure qui est passionnante et qui fait vraiment beaucoup de bien pour les patients en Israël. Ok, parfait. Avant d'en arriver à ce poste de directeur de ce centre médical, raconte-nous un peu ton parcours. J'ai fait mon Aliyah en tant que soldat seul. Après mes études de médecine, je les ai refait en France. Et donc, je suis revenu dans les années 90. J'ai fait ma spécialité d'anesthésiologie à Ichilov. Et puis, rapidement, j'ai réintégré l'armée de carrière où j'ai fait différents postes, dont médecin-chef de l'unité d'aéroportée 669 de La fameuse. La fameuse Les chats. sauvetage. Exactement, les chats. Et après, j'étais médecin-chef des services de renseignement, également une période passionnante et très intéressante. Mais je suis parti à la retraite en tant que lieutenant-colonel. Et depuis, j'ai dirigé un hôpital à Bat-Yam, où tu habites, hôpital de rééducation. J'ai passé 2 ans au ministère de la Santé et depuis 6 ans, je suis donc au Herzliya Medical Center, qui est un hôpital chirurgical. Ça renoue un petit peu avec le fait que je suis anesthésiste. C'est très intéressant. D'accord, c'est un parcours impressionnant. On voit que partir déjà comme un immigrant, c'est une réussite en tant qu'immigrant hein, de venir couronner un petit peu cette carrière médicale par un poste de directeur. Ce parcours militaire aussi hein, qui impressionne. Je rappelle que l'unité 669 est une unité d'élite de l'armée de l'air et qui a vocation à aller chercher les blessés derrière les lignes ennemies pendant le combat. Tout à fait. Et j'ai eu de la chance, j'ai rencontré des personnes fabuleuses qui m'ont aidé et donc qui m'ont guidé. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Et je crois que tous les émigrants ont la capacité d'avoir des parcours. Vraiment, il y a des gens qui savent comment aider et comment arriver à des parcours comme ça. D'accord, donc c'est un vrai boost. Si quelqu'un nous voit et actuellement est en train d'étudier médecine en France et a envie de se chauffer, n'hésitez pas, vous pouvez avoir une carrière impressionnante. C'est le message qu'on vous donne. Même sans médecine, j'ai un jeune soldat qui est également français, qui est arrivé, a fait un parcours passionnant à l'armée et maintenant fait un parcours passionnant également dans une université israélienne. Donc, je suis très content de voir des jeunes Français, juifs français qui font leur Aliyah et qui réussissent ici en Israël. On les encourage à ça, en tout cas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que de par ton parcours à la fois médical et institutionnel, tu as une connaissance des arcanes, on va dire, de la médecine et de la santé en Israël, dont j'aimerais que tu fasses profiter nos auditeurs et nos téléspectateurs français. Qu'est-ce qui, selon toi, comment on pourrait résumer brièvement le système de santé israélien, à la fois sur le plan médical et sur le plan social? Alors brièvement, il y a 3 niveaux de couverture. Il y a la couverture générale dont tout le monde est couvert, c'est ce qu'on appelle la structure médicale qui couvre en fait toute la population en Israël, c'est 100% de la population. Il y a une structure c'est donné par les caisses maladies, les 4 grandes caisses maladies, Clalit, Meuchedet, Maccabi et Leumit. Ces mêmes caisses ont la capacité et la possibilité de vendre des assurances complémentaires, et donc ce qu'on appelle le Shaban, les assurances complémentaires médicales, et 80% de la population, 75 à 80% de la population est couverte. Et la troisième partie, ce sont les assurances complémentaires, les assurances privées, comme Harel, Migdal, Phoenix, qui vendent des assurances médicales, et où sont à peu près 50% de la population est couverte. Ça, c'est pour comprendre.
Dans un hôpital public, n'importe qui peut rentrer et se faire soigner à travers les urgences. Dans un hôpital comme le Herzliya Medical Center, qui est qualifié de privé, il n'y a pas d'urgence. Donc il n'y a pas de porte d'entrée, à part le fait que le médecin, le chirurgien, amène son patient se faire soigner, se faire opérer dans cet hôpital. D'accord ? Donc et il est en fait couvert, le paiement est couvert par les assurances complémentaires ou par les assurances privées. Ok. De ton expérience en tant que manager et en tant que personnalité qui connaît un petit peu plus, on va dire, qu'un médecin israélien normal, la réalité du monde médical en Europe et en Amérique du Nord, est-ce que tu penses que ce système a des avantages, des inconvénients ? Ce système est exceptionnel. Et en fait, on l'a vu pendant la dernière pandémie du Covid. C'est ce qui a permis à la caisse maladie d'arriver à chaque patient, de savoir sa situation au niveau maladie ou au niveau vaccination et de les suivre, et les personnes âgées de recevoir le traitement. Donc c'est une structure qui est médico-logistique, qui est fabuleuse et qui n'existe nulle part ailleurs. Par exemple, en Allemagne, il y a des caisses maladies, mais il y en a 1000. Donc elles sont fragmentées et toutes petites. Et en France, pour arriver aux patients, il faut passer par le médecin de famille. Et, il n'y a aucune structure. Là, les caisses maladies sont informatisées, donc toutes les données sont récoltées. Nous avons développé au niveau à Herzliya Medical Center, nous avons développé un centre de vaccination. On l'a mis en place en 2-3 jours et on a vacciné plus de 65 000 personnes. En mettant les ordinateurs de la caisse Clalit, et on a vacciné 65 000 personnes en un clin d'œil, en quelques semaines. C'est impressionnant. Et donc, c'est la structure logistique médicale. Il faut comprendre, excuse-moi de t'interrompre, mais le ministre de la Santé, s'il veut parler à toute la structure médicale israélienne, il parle avec 6 personnes. Ce sont les 4 caisses, Tzahal, donc le médecin-chef de Tzahal, et Magen David Adom qui a tout ce qui est tous les dépôts de sang et les ambulances, etc. Donc c'est tout. Et là, la mainmise, la possibilité de faire agir toute la structure médicale du pays. Donc c'est une structure médicale très intéressante. Ah, c'est pas mal comme exposé. En tout cas, on voit qu'il y a une efficacité au bout du compte. Tout à fait, et très efficace. Herzliya Medical Center, donc c'est un hôpital de chirurgie de pointe. On opère tout dans le pays, dans cet hôpital, depuis les opérations ORL pour enfants, les petites opérations, jusqu'à la chirurgie cardiaque, la neurochirurgie de pointe et la chirurgie oncologique qui demande un plateau technique très très important. Pourquoi ? Comment on est capable de le faire ? On fait près de 22 000 opérations par an. On est l'hôpital qui performe, qui fait le plus d'opérations de transplantation de hanches et de genoux en Israël. Et ce n'est pas parce qu'on est le plus intelligent. C'est simplement que la structure est basée sur un fonctionnement précis. C'est-à-dire que le chirurgien prévoit l'opération, le patient sait exactement quand l'opération va se faire, à quel jour et quelle heure. Et étant donné qu'il n'y a pas de système d'urgence, il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas de quelque chose qui va perturber en fait ce système. Donc il travaille un petit peu comme train suisse, à l'heure. On commence à l'heure, on finit à l'heure. Bien sûr, il y a toujours la médecine, ce n'est pas de la mécanique, mais on essaye, on arrive à une performance. Si les structures hospitalières générales utilisent leur salle d'opération à 55-60%, on arrive à 72-75% en utilisant ce système. Donc tu dis que la conception et la prévision à l'avance en termes logistiques et en termes horaires de l'ensemble des opérations dans ce centre médical-là a atteint un degré particulier. D'où tu penses qu'en général en Israël vient cette culture de la prévision médicale et de la logistique de pointe ? Est-ce que ça vient de l'armée ? Est-ce que ça vient de l'urgence un petit peu ? Non, je crois que ça vient du fait qu'on a compris qu'on doit séparer la chirurgie prévue, prédictive, la chirurgie élective. D'accord ? Quand tu fais une transplantation de hanche, tu n'as pas besoin de le faire en urgence. Tu le fais uniquement en urgence, uniquement les cas qui ont vraiment besoin d'urgence.
Donc, séparer ce qui doit se faire en urgence et ce qui peut être programmé. Et donc, la chirurgie programmée, comme on fait donc à Herzliya Medical Center, permet d'avoir des volumes beaucoup plus importants. Parce que quand je sais que la chirurgie cardiaque, le chirurgien cardiaque tel, et on analyse également les capacités de tel et tel chirurgien, c'est-à-dire que je sais l'année prochaine lui donner, selon les temps, parce que tel chirurgien n'a pas la même rapidité de travail, et telle opération n'est pas la même si on fait une transplantation de valve aortique ou une chirurgie ou un pontage coronarien, ce n'est pas toujours le même temps. Donc on arrive vraiment à structurer le temps nécessaire pour telle ou telle opération et à prévoir et à lui donner à telle et telle opération et à tel chirurgien le temps qui lui est imparti. Et ça nous permet également, on a bien sûr des anesthésistes, des équipes anesthésistes et des équipes d'infirmiers qui sont ultra entraînés pour ce type. C'est-à-dire qu'on les sélectionne pour tel ou tel type de chirurgie. C'est-à-dire l'équipe de chirurgie orthopédique est sélectionnée pour travailler avec les chirurgiens, à tel point que, je vais vous donner un exemple, dans un hôpital public, un chirurgien peut faire 3 ou 4 au grand maximum transplantations de hanches. Chez nous, il en fait 10 ou 12. Ah, c'est une différence d'amplitude qui est énorme. Mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est plus intelligent, c'est parce que dans l'hôpital public, il va devoir arrêter plus tôt, il doit enseigner à des internes. Donc, il y a toute une structure qui est totalement différente. D'accord ? Donc, nous, on est né dans les hôpitaux publics, on a été entraîné dans les hôpitaux publics. Les hôpitaux publics ont des missions très importantes, mais en ce qui concerne la chirurgie élective programmée, les hôpitaux qu'on appelle privés, nous on n'aime pas ce mot parce qu'on n'est pas vraiment privé, on appartient à la caisse Clalit, on est payé par les assurances Clalit ou les assurances complémentaires, et donc on n'est pas privé, personne ne sort de l'argent de sa poche. D'accord ? Mais on préfère le fait d'être un hôpital électif, un hôpital de la communauté. Parce qu'en fait, le médecin vient de la communauté, le patient vient de la communauté, il est opéré et il retourne dans la communauté. Donc, ce n'est pas un hôpital où le patient va rester pendant plusieurs jours parce qu'il a raté le slot de la chirurgie. Okay. On voit une certaine symbiose entre vous, une sorte de répartition des tâches. Tout à fait. Peut-être entre vous et l'hôpital dit, comme tu l'as dit, public, même si c'est pas vrai, vous êtes tous publics au bout du compte. Mais est-ce que tu penses que l'émergence de centres médicaux de ce type-là peut désengorger des tâches spécifiques qui encombrent les grands centres médicaux, par exemple comme Ichilov ou comme Tel HaShomer ou comme Hadassah, ces grands centres médicaux qui, eux, pour le coup, accueillent des urgences parce que c'est leur vocation. Est-ce que tu penses que des centres médicaux de pointe, comme celui d'Herzliya, peuvent totalement désengorger un petit peu et soulager les efforts sur des secteurs de chirurgie spécifiques ? Exactement, c'est notre vision. Je crois que chaque grand hôpital public doit avoir autour de lui des hôpitaux électifs, privés, qui permet en fait de faire ces chirurgies programmées sans interférer avec les gros cas qui doivent arriver. Bien sûr, les transplantations, on ne pourra jamais faire dans un hôpital privé, parce que ce sont des chirurgies qui se font au moment où il le faut. Il faut prendre les organes, il faut les transférer, il faut les transplanter. Donc c'est quelque chose qui n'est pas programmé. D'accord ? Mais par contre, dans un hôpital programmé, on peut faire des chirurgies cardiaques, on peut faire 4 ou 5 opérations de chirurgie cardiaque en une journée. Il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire également que quand il y a une urgence dans l'hôpital pour un malade qui est hospitalisé après une chirurgie ou qui est fait un cathétérisme cardiaque, on est capable de faire ça en urgence, on est capable d'élargir le slot et de mettre en plus en fait des chirurgies urgentes. Mais la majeure partie, 99% des chirurgies, est programmée chez nous. D'accord, mais s'il y a une urgence en interne, vous êtes parfaitement capable de la gérer et d'avoir la totalité des prestations qui peuvent être données.
sais pas moi, un patient qui a un problème au milieu de son opération. Alors, il faut comprendre que les hôpitaux privés de taille comme Asuta ou comme nous avons une réanimation qui chez nous, compte 7 lits, permet de maintenir les malades et faire donner réponse à tous les cas les plus dangereux, les plus extrêmes, jusqu'à sauver la vie en fait, des patients. Donc, en tant qu'anesthésiste, pour moi, c'est le filet de sécurité et c'est la première chose que je montre aux chirurgiens qui viennent opérer chez nous, en leur disant, voilà, vous avez un filet de sécurité en sachant qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous aider, quelqu'un en cas d'urgence, en cas de problème. Nous sommes toute une équipe ici pour garder le patient. Ah bah, ça doit rassurer les patients et leurs familles qui sont parfois présentes lors de ce type de chirurgie, qui accompagnent, je sais pas moi, une grand-mère, un grand-père, surtout les personnes en situation de dépendance. Le fait d'avoir une équipe autour, ça peut aider justement à remettre, comme tu as dit, le patient dans la communauté. Il y a deux choses sur lesquelles on ne transige pas. La première, c'est le niveau professionnel. Okay. D'accord ? Le niveau professionnel de tous les acteurs, que ce soit le chirurgien, l'anesthésiste, les infirmiers, l'aide-soignante, c'est très important. Et la deuxième chose, c'est la relation humaine. En tant que médecin, pour moi, la relation humaine est une part du professionnalisme d'un médecin. Si un médecin n'a pas de bonne relation humaine, si un soignant n'a pas de bonne relation humaine, ça veut dire qu'il ne fait pas attention il ne fait pas assez attention aux malades, et donc il va rater des choses. Et ça peut être dangereux pour le malade. Donc pour moi, la sécurité du malade est primordiale, c'est la première chose. Et après, on a donc, tout ce qui est performance. Par exemple, on a le robot Da Vinci. Ah, le fameux. Le fameux robot Da Vinci. On va aller acheter le prochain, le nouveau. Les médecins qui ont le droit, c'est ma prérogative, de donner aux médecins, aux chirurgiens le droit d'opérer, ce sont des médecins avec lesquels j'ai un rapport de toutes les opérations qu'ils ont fait pour être sûr qu'ils sont capables de faire ces opérations, que ce soit en chirurgie urologique, que ce soit en chirurgie gynécologique ou en chirurgie générale, dans les cas de difficulté d'atteinte, par exemple, où c'est difficile d'accès. Le robot permet d'arriver et d'avoir accès à des endroits plus difficiles. On a fait, il y a près de 2 ans, on a commencé avec ce qu'on appelle TAVI, qui est la transplantation de valves aortiques par cathétérisme. D'accord. Au lieu de faire une opération chirurgicale à cœur ouvert, on fait un cathétérisme qui, par voie fémorale, la voie de l'artère fémorale, permet d'arriver jusqu'au cœur et de transplanter. Et donc, en 1 heure, on a une nouvelle valve cardiaque. Et ce qui est fou, c'est que les équipes de l'hôpital Meir et les équipes de l'hôpital à Emek, qui n'ont pas de chirurgie cardiaque et donc n'ont pas le droit de faire ce type de procédure, viennent chez nous pour faire leurs malades, pour opérer, pour faire soigner leurs malades chez nous. Ok, elles utilisent la structure et le matériel. Ils utilisent notre savoir-faire, ils utilisent notre équipe infirmière, qui est une équipe très très performante en cathétérisme cardiaque, pour en fait soigner leurs malades et pour acquérir leur expérience. Récemment, l'hôpital public de Bellinson, qui s'est trouvé devant un problème de manque de salles d'opération en chirurgie, en neurochirurgie, nous a demandé de venir opérer chez nous. Et donc, ils utilisent leur structure et envoient leurs équipes médicales, qui sont en fait adorables. On a un très très bon rapport avec eux, et viennent opérer en public. Donc, c'est de la médecine publique, dans un hôpital privé, dans des structures privées, avec les médecins de l'hôpital public, avec les équipes de l'hôpital privé. D'accord, c'est un vrai partenariat. Tout à fait. Et quand l'urgence se fait sentir, il y a une vraie entraide entre les centres médicaux, quelle que soit leur dénomination, quelle que soit leur assurance, quel que soit leur statut. Tout à fait. Donc ça c'est une preuve de confiance dans la structure médicale qu'on a mise en place. Je crois, pour moi, c'est vraiment être je suis très fier de ça, de savoir que notre plateforme médicale est capable de donner des réponses de très haut niveau dans tous les types de chirurgie. Et je crois que c'est vraiment
un bel acte de reconnaissance. Surtout, ça inscrit le centre médical dans un ensemble plus vaste, qui est l'ensemble de la santé en Israël. Ça doit nécessiter énormément de personnel et une main-d'œuvre de qualité. En termes, tout directeur est également un peu directeur des ressources humaines. Comment tu trouves tes personnels par quel type de biais tu passes pour sélectionner ce personnel-là? Alors, comme m'a dit patron de la chirurgie, de la neurochirurgie à Bellinson, m'a dit la première chose, que ce soit des mensch, que ce soit des personnes. Et je répète ça, je crois que la relation humaine pour un médecin, c'est la base. On ne peut pas faire de la médecine si on n'a pas l'amour des personnes, on ne peut pas être infirmier si on ne peut pas toucher quelqu'un et si on ne peut pas être empathique et envers cette personne. La deuxième chose, c'est d'être également humble, comprendre qu'on ne connaît pas tout. Et c'est ce que j'enseigne, où je parle avec les infirmières ou les médecins, les jeunes médecins qui viennent chez nous. On est affilié à l'université d'Ariel, donc on reçoit des élèves médecins. L'humilité est très importante parce que ça permet de poser des questions. Et poser des questions, c'est ce qui sauve la vie. Parce que quand on pose des questions, ça veut dire qu'on n'a pas compris. Et c'est très bien, c'est OK, il n'y a pas de problème. Et on pose des questions, et donc ça fait réfléchir les autres, et on comprend qu'il y a un problème. Et donc là, on peut sauver des vies. Être humble également, ça permet de dire « j'ai fait une erreur », et c'est très bien. Parce que uniquement par les erreurs, on apprend. C'est comme ça que l'organisme, la société et l'hôpital apprend en fait pour s'améliorer. Et après, on prend également les gens qui ont été formés de façon adéquate. Mais ça, on peut toujours les former. L'expérience professionnelle, c'est quelque chose qu'on peut toujours apporter. Mais la personnalité, c'est quelque chose qu'il faut posséder déjà en soi. Ouais. D'accord. Voilà. Et donc l'ensemble du personnel médical. Alors le personnel médical, ça compte à peu près 600 personnes. Ce sont les médecins anesthésistes, les médecins en salle, comment s'appelle, les laboratoires, les infirmières qui sont le gros morceau du système. Les infirmières, c'est très très important. Ce sont eux qui voient le patient toujours. Donc c'est 600 personnes. Et on a près de 500 médecins qui viennent opérer. Donc quand on regarde la quantité de médecins, on a dans le domaine chirurgical, on a plus de chirurgiens, par exemple cardiaques, que l'hôpital de Bellinson ou que l'hôpital de Tel HaShomer. Parce qu'on n'a pas seulement Tel HaShomer, on a Tel HaShomer, les chirurgiens qui viennent travailler, mais Ichilov, Bellinson, Kaplan. Donc on a vraiment tous les chirurgiens qui viennent travailler chez nous. Et viennent amener leur pratique privée. Ok, chacun selon sa spécialité, chacun dans son domaine, vient pour profiter, on va dire, de cette structure et donner le maximum de lui-même dans ses opérations. C'est impressionnant. D'où viennent, on est en Israël, donc on a l'habitude dans le personnel médical de voir des gens de tout horizon. C'est des gens qui ont fait leurs études en Israël, des gens qui viennent de l'étranger, des gens de toutes les strates de la société. Alors, comme dans tout hôpital, on a un mélange de personnes qui sont d'origine israélienne, juives, arabes, chrétiens, druzes, musulmans. La plupart des infirmiers ont appris ici, en Israël. La plupart des médecins viennent d'Israël également, ont appris ici. Mais il y a de plus en plus de médecins qui viennent d'Hongrie, qui ont appris en France, aux États-Unis. Mais tous ceux qui rentrent dans le système de l'hôpital sont des gens qui ont vraiment un parcours étudié, un parcours qu'on a vérifié pour être sûr qu'on donne le meilleur niveau au niveau professionnel. Ça m'inspire une phrase de quelqu'un que tu as certainement entendu parler, Dr Ephraim Sneh, qui disait que plus que l'armée, et il savait de quoi il parlait, plus que l'armée, le monde médical en Israël est vraiment le reflet du microcosme de la société israélienne, parce qu'il, à la fois chez les praticiens et à la fois chez les patients, il réunit véritablement tout le monde.
contraire de l'armée qui ne réunit que les gens qui font le service militaire au fond. L'hôpital, lui, traite à la fois de la souffrance, mais également de l'excellence, de par la pratique académique, et il réunit réellement tout le monde. Dans ce type de centre médical, est-ce qu'on retrouve exactement le même type d'ouverture que dans les hôpitaux dits publics israéliens, les grands hôpitaux? Tout à fait. Notre infirmier en chef en réanimation s'appelle Jamal. Il est excellent. Il travaille également chez nous depuis plusieurs années. Il travaille en collaboration avec l'infirmière qui est spécialisée en chirurgie, qui s'appelle Ruti, qui est une juive religieuse Haredi, avec la pharmacienne clinique, parce qu'on est une bonne pharmacie, et également une pharmacie clinique qui est très important pour tout ce qui est médicaments, parce que les médicaments, c'est devenu un problème, qui est une jeune femme qui habite à Tel Aviv. Donc, on a tout le microcosme du pays, et l'infirmière spécialiste responsable du post-op en Réa, c'est d'origine russe. Donc, vraiment, chacun, c'est exactement le microcosme israélien. Les chirurgiens viennent de toute origine, que ce soit israélienne pure, née dans le pays ou née à l'étranger, et de toute religion confondue. Parfait. Bah, écoute, c'est très attirant, à la fois dans la conception, dans le côté novateur, dans le côté ciblé sur réellement les opérations directes et pas sur l'ensemble des choses. Là, on a un public essentiellement francophone à Tandem TV, pour cause. Si tu avais de jeunes médecins juifs ou même non juifs en France qui souhaiteraient venir après avoir exercé en France, dans quel cadre ils pourraient le faire au Herzliya Medical Center? Alors, pour les jeunes médecins qui viennent, la première chose, c'est de venir le plus tôt possible. Okay. Toujours très, très important de faire son alia le plus tôt, c'est important. La deuxième chose, c'est d'avoir un pied dans un hôpital public. On ne peut pas monter une carrière privée sans avoir un pied dans un hôpital public. On ne peut pas se leurrer. La carrière privée, en fait, est montée par la connaissance que les gens, par le statut que le chirurgien a atteint. Et donc, c'est un statut qui doit se faire dans un hôpital public au départ. Et après, progressivement, et ça dépend de quelle spécialité, parce qu'il y a des spécialités où c'est très tôt, on peut passer dans le privé. Par exemple, en chirurgie plastique, chirurgie de l'œil ou de la fécondation in vitro, où on a une grosse unité. J'ai un jeune médecin français qui est arrivé il n'y a pas longtemps et qui a intégré donc l'unité de fécondation in vitro très rapidement. Parce que ça, c'est des systèmes beaucoup plus rapides. En chirurgie cardiaque, par exemple, ou en neurochirurgie, ou en chirurgie générale, viscérale, ça peut être beaucoup plus long. D'accord ? Donc, il faut savoir dans quel domaine c'est. Mais premièrement, c'est d'être dans un hôpital public. Deuxièmement, d'apprendre l'hébreu. Parce que la base. Même si c'est cosmopolite, on en parle en hébreu. Tout le monde parle en hébreu, et c'est très important. Les patients attendent que le médecin parle en hébreu. Et il ne faut pas garder cette barrière de la langue. C'est très important. S'il a la capacité de rentrer à l'armée ou de faire un passage à l'armée, c'est toujours bon parce qu'on a d'énormes contacts par l'armée, mais ce n'est pas obligatoire. Et la troisième chose, c'est de savoir où s'implanter. D'accord ? Il y a des endroits qui sont submergés par les médecins, il y a des endroits où il manque de médecins, où il y a plus de chances d'avoir des contacts et d'avoir de la clientèle. Donc c'est important. Je veux dire une dernière chose. Tout ça, ce n'est pas possible si on n'a pas une direction. Moi, je suis le directeur médical, mais derrière moi, il y a un patron qui s'occupe de la direction d'affaires, en fait. Et on doit se comprendre et on doit se compléter. Parce que lui, il est jugé sur son chiffre d'affaires. Moi, je suis jugé sur la qualité de la médecine. Et on doit se comprendre l'un l'autre. Parce qu'on doit être d'un côté viable, mais d'un autre côté également d'un excellent niveau médical. Et c'est le cas, et c'est pour ça que ça fait 6 ans que j'y suis, et que je continuerai d'y être, j'espère, parce que ça me plaît de comprendre qu'on peut se comprendre et faire de l'excellente médecine, et également être rentable. C'est super. Voilà. Merci beaucoup, Eric.
Merci à toi, Benjamin, de m'avoir invité. J'espère que tu auras donné envie à beaucoup de jeunes médecins en France de venir en Israël et pourquoi pas de s'orienter une fois leur carrière effectuée dans le public vers le Herzliya Medical Center. Merci à vous d'avoir suivi cette émission sur le Herzliya Medical Center et à son directeur, à la personnalité unique, Éric Setton. Je vous retrouve pour d'autres émissions et d'autres invités. À très bientôt.